Bonjour, bienvenue sur Startup Show. Donc aujourd'hui, 3 invités pour débattre d'une question de fond pour le tissu économique des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il y a une place pour les startups industrielles sur la Côte d'Azur ? Alors, avant de vous présenter nos 3 invités, je rappelle aux internautes qui nous suivent en direct qu'ils peuvent poser les questions donc, aux 3 intervenants. Alors, Jean de Martigny, vous êtes fondateur de Demtech. Demtech, est-ce que c'est une start-up industrielle ? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ? Disons, le mot start-up a tendance à laisser penser que ça va démarrer vite. Et je pense que l'industrie n'est pas tout à fait dans la même échelle de temps. C'est forcément un peu plus long. Donc c'est un parcours un petit peu différent apparemment. C'est voilà. Peut-être un peu différent. Donc vous êtes une jeune entreprise industrielle. Voilà, on est plutôt une jeune entreprise industrielle. Voilà, vous nous expliquerez tout à l'heure donc ce que vous faites et pourquoi donc vous êtes justement dans le secteur industriel, parce que vous avez un parcours un peu particulier, vous venez du monde universitaire. Ouais. C'est bien ça. Alors Daniel Sfessi, vous êtes président de l'APIM. Oui. Alors l'APIM, si ma mémoire est bonne, c'est l'association des partenaires pour la promotion industrielle méditerranée. Alors, votre mémoire est bonne. Voilà, c'est bon. Alors l'association, c'est quoi ? Quelle est sa mission et combien vous avez d'adhérents ? Alors, on va faire court parce que sinon on parlerait très longtemps d'elle. Oui, tout à fait. Mais l'association, donc aujourd'hui, c'est 130 adhérents, à peu près 13-14 000 emplois représentés donc, dans notre département, soit un tiers à peu près du tissu. Oui. Et surtout, comme vocation, mettre en relation les partenaires, c'est-à-dire les industriels qui en font partie, dans des échanges collaboratifs pour permettre soit des startups, soit des entreprises, dirons-nous, de bonne renommée, de bonne facture, comme Thales par exemple encore aujourd'hui, de pouvoir se retrouver et collaborer ensemble dans le développement et les performances locales. D'accord, donc ce sont des entreprises en général de la Côte d'Azur, je crois. Nous restons humbles. Hein. On s'est attaqué au 06 il y a maintenant 18 ans de ça, hein, avec la PIM. On a pensé pouvoir élargir à la région. On n'aurait pas eu la capacité de le faire. Donc on s'occupe déjà de ce département et ça nous prend beaucoup de temps. D'accord, donc des relations de proximité. Absolument. D'accord. Alors Pascal Torres, vous êtes fondateur d'Osmose, mais vous êtes aussi adhérent de la PIM. Et en plus, on vous a demandé de venir parce que vous êtes animateur d'une nouvelle filière qui est née, je crois, au sein de la PIM, qui est la filière eConnect. Alors eConnect, c'est quoi ? Alors eConnect, c'est issu d'un groupe de travail de la PIM. L'idée est de regrouper des entreprises industrielles, donc membres de la PIM, qui ont une de leurs activités qui est basée sur la partie éco-efficiente du bâtiment. Alors éco-efficient, c'est-à-dire éco-efficience d'un bâtiment, c'est pour permettre à ce bâtiment d'être plus efficace à la fois énergétiquement, à la fois également en termes d'ergonomie et d'utilisation, donc d'apporter un plus pour les utilisateurs. D'accord. Donc l'idée, c'était de regrouper les entreprises qui ont une activité dans cette branche au sein d'un groupe que j'exposerai tout à l'heure. Et je crois que donc il y en a un projet de vitrine donc sur le business pôle de Nice, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est de faire un genre de showroom pour présenter les différentes compétences et ce que l'on est capable de faire tous ensemble au travers d'un showroom. D'accord. Alors c'est pas un hasard si on vous a réunis donc aujourd'hui tous les 3. C'est parce que vous vous connaissez bien, vous êtes tous les 3 adhérents de la PIM. Et surtout, il y a une actualité, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours, donc il y avait Industria. Alors Industria, c'est le grand rendez-vous des industriels de la Côte d'Azur. C'était, je crois, la 11e édition. Ça fait 11 ans qu'Industria... Voilà. Les communiqués que j'ai reçus disent qu'il y avait plus de 1500 participants. C'est un joli résultat. Voilà. Et il y avait donc, au sein d'Industria cette année, donc un pavillon des startups. Alors, pourquoi Daniel Sfessi ? Et avait-il un pavillon des startups ? Et quel était donc le but ? Ça nous a paru évident. Chaque année, nous essayons de trouver, dirons-nous, une thématique qui est portée par la mouvance vraiment instantanée, pratiquement. Les startups
start-up, on en parle depuis longtemps. Jean nous disait qu'on avait toujours une vision de structure qui développait, qui explosait. On a parlé des fameuses bulles également, qui malheureusement ont explosé également. L'avantage dans une start-up, donc dans une jeune société qui démarre dans le domaine industriel, c'est de construire sur du solide. Peut-être Jean nous dira ce qu'il en pense dans ce rapprochement. L'intérêt pour la PIM de mettre les start-up un peu en avant, c'est surtout de supporter toutes ces nouvelles idées, cette puissance de création que nous avons en local, comme elle pourrait être ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est celle qui est en local, et plutôt de la voir partir une fois que l'idée a germé, de savoir la garder. Et savoir la garder pour la PIM, c'est la mettre en relation avec le tissu industriel. Quoi de mieux qu'industriel? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de start-up industrielles sur la Côte d'Azur? Alors, en regardant un petit peu la liste, moi j'étais surprise parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus de services à l'industrie que de vraies entreprises industrielles. Alors il faut savoir quand même que le caractère industriel, c'est celui qui est le plus compliqué à aborder. D'abord, c'est le plus coûteux. Il demande des moyens très lourds, instantanément. Les moyens à mettre en œuvre, également humains, sont assez complexes parce qu'ils balayent un spectre très large entre la recherche et développement et la production. Ça vous laisse quand même une palette non négligeable, dirons-nous, de problématiques. Et c'est vrai qu'un jeune créateur, qu'il soit jeune de par l'âge ou pas, hein, mais un jeune créateur dans l'âme d'une entreprise, va essayer d'abord d'analyser la solution la moins compliquée pour démarrer. Parce que malheureusement encore, on reste dans un pays où le démarrage d'une société, c'est quand même une sinécure. Hein. On a beau dire qu'on a simplifié les démarches, ça reste très compliqué, ne serait-ce que le financement déjà. Hein. Alors, Demtech était présent donc, sur le salon Industria. C'était pas la première fois, je crois. La troisième. C'est la troisième fois. Et on a fidélisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'apporte un salon comme Industria à une jeune entreprise industrielle comme la vôtre? Alors, le industriel, c'est un peu une vocation. Parce que moi, au départ, j'ai une formation d'ingénieur. Chimiste, qui plus est. Chimiste, je croyais que c'était électronique. Non, l'électronique est venue après. D'accord. Parce que j'ai pas eu de chance en sortant avec mon diplôme, c'était en 68. Et 68 a été une année un peu difficile pour les étudiants qui sortaient, en particulier en Lorraine, qui étaient sinistrés. Donc, j'ai été formé à l'industrie et au process. Du monde universitaire, et vous avez basculé. Et je suis venu au monde universitaire, on va dire, un petit peu, parce qu'à un moment donné, il y a des virages, quoi. Bon, la ligne droite, c'est les zigzags, on connaît maintenant. Et puis, ça m'a beaucoup plu, l'université, par la connotation enseignement. J'adore les gamins, donc ça me plaisait beaucoup. Ensuite, l'aspect recherche, c'est très motivant intellectuellement. Et comment on en arrive à l'aventure de la création d'entreprise? Je ne sais pas. Mais pour être franc, quand l'heure de la retraite a sonné, j'ai pas eu envie de m'arrêter. Donc, vous avez commencé une nouvelle aventure. Voilà. Donc, j'ai créé Demtech à cette époque-là. La difficulté de la création d'entreprise, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est que finalement tout le monde sait faire beaucoup de choses. La question est de choisir qu'est-ce qu'on ne fera pas. Et la deuxième difficulté, c'est de bien se rendre compte que finalement il n'y a qu'une chose qui est importante pour une entreprise. Alors quand on a été fonctionnaire pendant 40 ans, c'est pas facile, c'est le client. Et tout le reste, on va dire, c'est de l'accessoire. D'où l'importance d'une relation justement avec la PIM, où là vous rencontrez d'autres industriels. Voilà, qui ont à peu près les mêmes problématiques, puis qui nous font un peu la leçon, c'est-à-dire qui gentiment autour d'un petit four nous disent, bon, c'est bien les subventions, tout ça, mais ça ne vaut pas un bon client. Oui, parce qu'il y a le problème du modèle, effectivement, la start-up industrielle. Start-up, on dit souvent, c'est croissance rapide, et c'est le parcours classique, incubateur, pépinière. Vous n'avez pas suivi ce parcours-là? Non, je n'ai pas suivi ça, parce que d'abord, je ne me sentais pas de démarrer si vite que ça. C'était un peu plus compliqué, parce que venant de l'industrie et ayant envie de retourner à l'industrie, on sait bien que les choses mettent un certain temps pour construire. On a l'impression que les choses explosent. Mais le premier téléphone, c'est quand même fin du 19e. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu pour tout le monde, mais il a fallu un siècle pour mettre en place ce téléphone. Internet a mis 20 ans pour se développer et devenir l'outil que maintenant on utilise. Demtech, donc pour tous les internautes qui nous suivent, Demtech, que fait Demtech? Quelle est l'activité de Demtech? Alors l'activité de Demtech, c'est dans le monde de l'automatique, c'est-à-dire du contrôle de procédés. C'est ce qu'on appelle la supervision en automatique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sites qui doivent fonctionner, qui peuvent fonctionner plus ou moins tout seuls, mais qui ont besoin d'un certain automatisme parce qu'on ne peut pas être tout le temps en train de regarder ce qu'ils font. Mais il faut les superviser et aujourd'hui, on va être amené à les superviser de plus en plus loin. Et on a une chance inouïe, c'est qu'en fait, il y a un réseau qui est devenu ubiquitaire sur le monde entier, c'est le réseau de téléphonie mobile. Donc on peut mettre en place une usine en Sibérie, on pourra la superviser de n'importe où.
Et ça démultiplie énormément parce qu'il va falloir aller chercher de la matière première, chercher de l'eau, chercher des ressources. Et on va installer des petits sites de production, des petits sites d'extraction de ressources, des petits sites de gestion de ressources un peu partout dans le monde. Et il va bien falloir qu'on les surveille et qu'on les supervise. Donc justement, je crois que vous travaillez avec Osmose. Oui. Donc comment donc êtes-vous entrés en relation et comment travaillez-vous ensemble, Pascal Thorez? Donc là, c'est plus sur la partie Osmose que eConnect. eConnect. On s'est rencontrés grâce à la PIM, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi ça la PIM, c'est de pouvoir échanger entre membres et imaginer des choses ensemble. On a la problématique qu'évoquait Jean, c'est-à-dire que nous réalisons des installations pour des industriels dans le domaine du traitement de l'air ou de l'environnement du process. Ces installations sont de plus en plus complexes, ne sont pas forcément à côté de chez nous, et même quand c'est le cas, on n'est pas forcément tout le temps sur ces installations. Donc on a les besoins qu'évoquait Jean, de savoir ce qui se passe, de savoir si nos installations atteignent le résultat escompté, est-ce qu'il y a des alertes, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des dérives. Donc toutes ces informations doivent être suivies en temps réel et retransmises dans notre bureau d'études pour être analysées et réagir auprès de notre client. Alors, je crois que c'était en 2010, il y a eu le fameux livre blanc de l'industrie azuréenne. Il y a eu livre blanc au niveau national, livre blanc au niveau du département. Et si je me souviens bien, il y avait 2 préconisations sur ce livre blanc. C'était pour redynamiser le tissu industriel, c'était l'innovation d'un côté et la création de filières. Donc on le verra. Donc est-ce que justement les startups, c'est important, donc c'est elles qui peuvent apporter l'innovation? Je dirais que la start-up est importante, aussi importante que l'enfant qui vient de naître. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais s'il n'est pas là, on sait que ça ira pas. Et est-ce que la start-up, justement, c'est ce petit ferment au niveau de l'innovation? C'est un peu l'enfant qui vient de naître. Donc c'est difficile de lui donner un avenir parce qu'elle va le construire. Il faut essayer de faire en sorte qu'elle ait un environnement pas trop hostile. Pour le reste, elle se débrouillera. Et puis, c'est elle qui va créer petit à petit son créneau, qui va essayer de s'adapter à son environnement, qui va essayer de comprendre quels sont les besoins qu'il va falloir apporter et servir, et puis essayer de le faire de la meilleure façon possible. Et puis ça prend un certain temps. Bon, on n'est pas trop start-up, on est plutôt jeune entreprise. Jeune entreprise. Un gland met 20 ans pour faire un chêne. Et oui. J'insiste sur la durée. Daniel Spécy, oui, l'innovation, j'aimerais bien que vous répondiez là-dessus. Moi, là, je module un peu. On nous parle d'innovation à tort à travers, étant vraiment aujourd'hui l'obligation vraiment centrale pour que notre pays puisse retrouver la compétitivité en particulier. L'innovation, elle est pas, on peut pas la rattacher simplement aux startups, parce que d'abord, c'est exactement, je me base sur des faits précis. Le temps qu'il faut à une startup pour réellement, et je parle surtout industriel, pour pouvoir amener vraiment une bonne récolte, donc avoir un développement sur le savoir et éventuellement sur l'emploi, va se compter non pas en mois, mais plutôt en années. Et d'ailleurs, ça sera sa richesse et sa force. Les entreprises qui arrivent à exploser en 2-3 ans dans le monde industriel, il y a un problème, où elles font que du commerce. Oui, c'est pour ça que finalement le modèle start-up n'est pas forcément croissance rapide attention. adaptée. Mais par contre, aujourd'hui, une entreprise qui se crée, on l'associe à une start-up parce qu'elle va être confrontée aux mêmes problématiques que toute jeune entreprise. Et je reviens un peu sur l'innovation. L'innovation, c'est capital. Elle est chez tout le monde. Elle est chez l'entreprise qui a déjà un parcours bien établi. Et la remise en cause des entreprises, même si son modèle technologique ne sera pas forcément différent, sa remise en cause globale dans son fonctionnement, dans son management, dans ses ressources humaines, avec la RSE, enfin dans son modèle général, c'est de l'innovation, c'est du développement. Aujourd'hui, le blocage qu'il y a en France, il provient de la stagnation de toutes ces richesses que l'on garde un petit peu sous cloche parce qu'on a peur du lendemain. La peur, en France, c'est viscéral. Pour vivre eux, ils vont cacher. Tant qu'on peut, on se cache au maximum. Et puis, si éventuellement on peut ne pas bouger dans les périodes de turbulence, c'est encore mieux. Mais le problème, c'est que le modèle, il se bloque à un moment donné et on a les soucis qu'on a aujourd'hui. Alors, Pascal Thorez, donc eConnect, c'est de l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans une filière comme ça. Alors, eConnect, c'est plusieurs choses, dont de l'innovation, effectivement. Donc, pour parler que de l'innovation. Il y a à la fois la dimension filière et l'innovation. Tout à fait, voilà, absolument. Donc, sur la partie innovation, ce qui est certain, c'est que des entreprises travaillant dans un secteur d'activité en commun, regroupées au sein d'une entité ou d'un label qui s'appelle eConnect, c'est la possibilité pour elles de travailler sur des projets R&D, sur des projets innovants, travailler ensemble et proposer des solutions concrètes auprès de donneurs d'ordre dans le bâtiment.
Donc ça, c'est une des parties d'Econnect, c'est de pouvoir créer de la richesse ensemble au travers de compétences diverses et variées. Un autre aspect qui est plus, je dirais, la notion d'offre globale, c'est qu'aujourd'hui, le bâtiment éco-efficient, tout le monde en parle, mais ceux qui sont en charge de le faire sortir, de le créer, sont confrontés à des choix qui ne sont pas évidents, liés à l'hétérogénéité des systèmes. Donc il faut plusieurs compétences en fait. Donc il faut plusieurs compétences plusieurs entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui ont chacun leurs standards, qui ne communiquent pas forcément entre eux, ces standards, qui n'ont pas, je dirais, non plus forcément envie d'échanger de façon naturelle avec les autres. Donc Econnect, c'est la garantie à un donneur d'ordre, à un promoteur, à un architecte ou à un donneur d'ordre industriel d'une offre globale et d'une garantie de bon fonctionnement. Et c'est en fait une fédération d'entreprises qui mettent ensemble leurs compétences pour être complémentaires et apporter justement une solution globale. Tout à fait, voilà, absolument. Et on va même plus loin. L'objectif aussi, c'est d'optimiser les coûts. C'est-à-dire que si, pour parler très, très concrètement, mettre un capteur de présence qui permet d'allumer la lumière, mettre un autre capteur de présence pour allumer la clim et le même pour asservir la détection alarme, au final, si on n'en met qu'un au lieu de 3, ça coûte moins cher. Et est-ce que c'est nouveau dans les Alpes-Maritimes, un fonctionnement comme ça en filière? Est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas dans la culture de l'industrie azuréenne? Daniel pourra en parler sur la partie filière, mais il est clair qu'une des caractéristiques de la Côte d'Azur, c'est justement de ne pas avoir de filière clairement identifiée. C'est une de ses forces aussi parce que ça crée de la richesse et de la variété. Donc c'est un petit peu, je dirais, innovant sur la Côte d'Azur d'avoir une émergence d'une filière de ce type, oui, effectivement. D'accord. Daniel Sveci, sur l'argument de la filière. La filière, c'est dans le livre blanc, vous disiez tout à l'heure qu'on avait le livre blanc du 06, non, c'est le livre blanc qui a permis au ministre de travailler, celui qui a été fait dans le 06, c'est carrément l'original. Il faut savoir que l'APIM a été, dirons-nous, choisi pour le rédiger. Mon prédécesseur, Bernard Klenhoff, qui est aujourd'hui président de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, parce que les Alpes-Maritimes ont l'avantage d'avoir un président de Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Parce qu'assez souvent, c'est pas forcément un industriel. Oui, ça faisait plus de 40 ans qu'aucun industriel avait mis, dirons-nous, ses pieds dans le salon du premier étage. Et c'était intéressant également à double titre pour nous, c'est qu'en plus, il était président de l'APIM, donc avec une connaissance parfaite du tissu. Oui. Et la notion de filière, on l'a évoqué dans le livre blanc, on a parlé même de chasser en meute. C'est un mot qui est revenu et qu'on a écrit clairement dans le livre blanc, non pas du côté trivial de la chasse, mais on savait très bien que l'unité des forces que nous avons tous ensemble serait bien plus pertinente et visible si on est un groupe, efficace si on est un groupe, que si on l'est pas. Et l'idée de Econnect est apparue à ce moment-là. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui dans les technologies où il y a de la demande. On a EcoValley, n'oublions pas quand même, qui est dans les starting blocks. On s'est dit, si on devient, dirons-nous, pertinent sur un domaine, on pourra l'être sur d'autres. Et on a démarré avec Econnect, et Pascal donc a pris en charge ce projet parce qu'il en est quand même le chef de file, et on s'est rendu compte que ça s'est construit au départ autour d'une amitié à travers des métiers complémentaires. C'est devenu une force de frappe. Maintenant, est-ce qu'elle aura jusqu'au bout, dirons-nous, cette force qui lui permettra d'être prépondérante dans notre région? Je l'espère, parce que on est souvent confronté à des marchés qui sont vraiment potentiellement traitables dans le 06 et qui se font avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et ça, on l'a un peu mauvaise, nous, les industriels. Donc, le but, c'est justement de pouvoir aussi, ensemble, conquérir de nouveaux marchés, c'est ça, Bien sûr. Et puis affirmer un savoir-faire. On a un savoir-faire aujourd'hui qui est largement... Mais qui est méconnu, apparemment. Mais voilà, qui est un peu squeezé, j'ai l'impression. Apparemment, l'herbe est toujours plus verte à côté. Et on aimerait bien qu'on se rende compte qu'on a de belles pelouses ici aussi et qu'elle est aussi verte qu'ailleurs. Alors, jeunes entreprises donc industrielles. Donc, je vais vous donner la parole 2 minutes, de Martini. Vous allez nous dire quel est le projet de Demtech, de son activité et comment vous voyez le futur. Ensuite, on abordera donc la partie interactive questions-réponses. Alors, 2 minutes, Jean de Martini, le projet de Demtech. Alors, le projet de Demtech, c'est un petit peu d'exploiter ce qu'on sait faire, parce que c'est un peu toujours pareil. On a rassemblé un certain nombre de compétences, il faut essayer de les exploiter pour apporter un service. Alors, on a identifié 2 types de services. Un premier service qui est effectivement la supervision à distance, puisqu'il faut profiter quand même de cet apport des télécoms qui se développe, qui
qui se répand, qu'on va trouver dans le monde un peu de partout. Donc ça va être aussi des opportunités d'exportation. Donc créer ce savoir-faire de la communication industrielle sur du réseau qui au départ n'était pas vraiment fait pour ça, mais qui le supporte tout à fait bien. Ça va permettre effectivement de créer cette activité transversale qui est la supervision à distance. On en parle beaucoup, mais c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Donc on apprend à le faire ici petit à petit et c'est une potentialité qui va pouvoir se créer. Et ça peut se décliner sur différents services. L'aspect supervision industrielle, c'est-à-dire qu'on a choisi, parce qu'il faut bien choisir quelque chose, de ne pas s'attaquer aux applications grand public. Donc on s'est cantonné au milieu industriel, c'est-à-dire au milieu de l'infrastructure, donc quelque part le milieu caché, mais qui fait que les choses marchent. Et il y a un deuxième domaine dans lequel il va falloir faire quelque chose, c'est le monitoring environnemental, parce que la ville, c'est un écosystème qu'il va falloir petit à petit superviser, un peu comme on supervise un atelier, une usine. Ici, crée de la richesse, ici, crée des ressources, il y a des gens qui y vivent, il se passe plein de choses, un peu comme dans une usine, et on va être obligé de la superviser de la même façon si on veut que ça déraille pas. Il faut que les gens se trouvent bien dans la ville, sinon ils vont partir. Donc ça, c'est le deuxième aspect, et c'est là où on a développé ces fameuses oreilles de caméra qui sont la première étape vers ce monitoring urbain. Mais là encore, on a fait une erreur, hein. On a voulu faire démarrer trop vite il y a 2 ans. C'est pas mûr. Il faut que les choses se fassent les unes après les autres, que les marches se franchissent les unes après les autres. Il faut montrer qu'une idée est valide, implémentable, fiable et utile pour que les utilisateurs l'acceptent et soient prêts à faire le pas suivant. En tant que start-up, on avait de temps en temps poussé le bouchon un peu trop loin, trop vite. Et ça, on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait mieux respecter les rythmes. Alors, juste de précision, justement, oui. Vous avez présenté 2 nouveaux produits oui. Sur Industria, donc les fameuses oreilles de caméra. Oui. Alors, expliquez-nous rapidement, donc je crois que c'est utilisé pour la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, collectivité locale. Alors, c'est collectivité locale, collectivité territoriale et éventuellement site industriel, puisque eux aussi peuvent avoir de la vidéosurveillance à faire. En gros, quand il faut superviser un grand site, on est un peu comme les humains, quoi. Il y a des yeux. Mais les yeux suffisent pas. C'est toujours pareil, parce qu'on ne voit que ce qu'on regarde. Et on a des oreilles qui sont capables d'écouter dans toutes les directions. Et quand on veut alerter quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, il se retourne et ça y est, il nous voit. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, une des limitations de la vidéosurveillance, c'était le fait que la caméra ne voyait que ce qu'elle regardait, que l'opérateur faisait du mieux qu'il peut, mais il avait beaucoup de caméras sous sa responsabilité et qu'il n'en voyait finalement pas beaucoup. Donc c'est comme ça qu'est germée l'idée, si les caméras avaient des oreilles, elles pourraient alerter l'opérateur qu'il est en train de se passer quelque chose, peut-être. Bien, on va lancer maintenant la session donc questions-réponses, un petit jingle donc, et on aborde donc les questions des internautes. Alors, première question, c'est une question qui est posée par Pierre. Le tissu économique de la Côte d'Azur se prête-t-il à l'émergence de start-up industrielles? C'est vrai que c'est un tissu qui est plus orienté service, on connaît mal l'industrie. Daniel Spécy. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 51% des richesses de ce département émanent du secteur industriel, direct ou indirect. Ça, on ne le sait pas. On met toujours le tourisme en leader. Non. Alors, c'est vrai qu'on est dans le sens très large, hein, donc on a bien sûr l'industrie de base et également tous les services qui vont être autour. Et là, je reviens à ce que vous disiez, en effet, l'industrie ne peut fonctionner si elle a des services qui sont, dirons-nous, à sa disposition. Et pour nous, ça fait un tout. Les bureaux d'études, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas catalogués comme industriels. Sans bureau d'études, excusez-moi, il n'y a pas de produit qui se crée. Donc là, il y a peut-être quelques erreurs dans la définition aujourd'hui de ce qu'est un service à travers le monde industriel. Et de fait, les startups, c'est la manière de régénérer un tissu industriel dans lequel des nouveautés arrivent tous les jours. Jean vient de nous faire la preuve qu'on est parti d'un téléphone et aujourd'hui on voit les applications qui en sont. Et heureusement que les startups sont là. Mais ce qui est intéressant dans la projet startup, c'est que, et Jean en est la preuve, c'est qu'on peut être jeune diplômé 25-26 ans et on peut être un peu moins jeune diplômé pour se lancer dans une démarche. Donc c'est là où je parle de l'innovation. L'innovation, elle n'a pas d'âge. Le tout, c'est qu'on y croit et qu'on soit encadré. Ça, c'est capital. Nous, aujourd'hui, et je reviens un peu à votre demande tout à l'heure, pourquoi les startups industrielles? On a bien voulu montrer qu'une startup qui sort même d'un incubateur ou d'une pépinière
elle a mieux à faire à venir dans un réseau comme le nôtre, plutôt que d'essayer de voler de ses propres ailes. Sinon, comme Jean, elle va supporter quand même quelques désagréments à court terme, en pensant que seules les subventions dont elle peut bénéficier lui permettront d'avancer. C'est une erreur. D'accord. Alors une autre question qui va compléter un peu ce qu'on vient de dire, toujours de Pierre. Les startups sont censées être des entreprises à croissance rapide. Est-ce un modèle adapté pour l'industrie? Alors Jean de Martin. Je pense qu'il n'y a pas de modèle adapté. C'est-à-dire qu'il y a des situations et il faut s'y adapter. Alors de temps en temps, je comprends qu'il y a certaines situations où il faut aller vite sur le marché. Bon, c'est vrai que l'iPhone, je crois qu'il s'en est vendu 3 millions dans le week-end ou des choses comme ça. Je comprends. Maintenant, quand il faut... revenons sur la téléphonie mobile. Le premier téléphone mobile qui marche vraiment, il a fallu 20 ans pour le mettre en place. Et après, on peut aller très très vite pour développer des services autour du téléphone mobile. Demtech a été créé en 2007. Donc ça fait déjà 5 ans, effectivement. Ça fait 5 ans, mais honnêtement, Demtech s'est un peu cherché pendant 2 ans. Parce que la difficulté, ce que je signalais tout à l'heure dans une entreprise, c'est qu'est-ce qu'on ne va pas faire? Parce qu'on peut faire plein de choses, on a plein d'idées. Et puis après, quelles sont les idées qui vont être reçues? Parce qu'une idée tout seul une idée n'a d'intérêt que si elle intéresse les gens. Donc il faut découvrir ce qui va intéresser les gens et comment servir cette idée le mieux possible pour qu'elle apporte le service dont les gens en attendent. Alors on va mélanger l'outil qui est plutôt industriel, qui à la fin se traduit par un service. Je dirais pour arriver à... C'est une image que j'aime bien. Ce qui est génial dans un café, c'est je claque des doigts, j'ai un café sur la table. Mais qu'est-ce qu'il a fallu pour que ce café arrive sur la table et que je claque des doigts, il arrive. Pascal Torres, donc justement sur cette question, est-ce que le modèle start-up est adapté donc à l'industrie? Moi, je trouve que oui, tout à fait, le modèle start-up est tout à fait adapté. Je mettrai un petit bémol quand même parce que industrie, ça ne veut pas forcément dire non plus lenteur. Donc je pense qu'on a un peu trop parlé là du fait que ça peut aller très très vite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des partenariats sont nécessaires. D'accord. Donc je pense qu'il faut les mûrir parce que sinon on perd beaucoup de temps. Mais les partenariats peuvent déboucher sur soit de la R&D, soit sur des projets pilotes qui eux peuvent aller très très vite. Donc là on a parlé d'un projet commun tout à l'heure. Qui s'est fait très vite finalement. Qui s'est fait très vite parce que les industriels ont besoin de réactivité, parce que nos propres clients, qui sont eux-mêmes des industriels, travaillent en flux tendu et donc tout s'accélère. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, mais il ne faut pas non plus se dire que ça ne doit pas aller vite. Au contraire, ça va très très vite. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il faut absolument cadrer les choses, pas s'éparpiller, sinon on a vite fait de perdre beaucoup de temps. Mais une fois qu'on a ciblé, canalisé, en fait, qu'on a canalisé, il faut aller très très vite et les partenaires industriels et les instituts également de recherche qui sont très ouverts pour divulguer l'innovation et participer à cette recherche, sont des gens qui savent aller très vite et les projets peuvent vraiment déboucher sur du concret rapidement. Alors, juste un point. Oui. Parce que je pense que cette question, quand même, elle a deux connotations. Là. Et la deuxième, on n'a peut-être pas abordé. Attention à ne pas confondre justement cette fameuse bulle spéculative qui est chez les startups, c'est-à-dire je mets 1000 € et à un an, en fait, on n'est pas en train de jouer de boursicoter. Dans un monde industriel, comme vient de dire... On ne fait pas un coup, en fait. Voilà, comme dit Pascal, on construit un projet. Il peut être très rapide. D'ailleurs, s'il n'est pas rapide, on est mort, parce qu'on va très vite. Un véhicule aujourd'hui, au bout de 4 ans, il est déjà obsolète. Avant, il en fallait 20. Voilà. Donc tout ça, ça va vite. Attention à ne pas confondre cette approche purement mercantile de la start-up, c'est-à-dire j'en fais un outil de spéculation financière. Non. Si on part dans l'industrie, c'est pour construire. On construit dans le dur et dans le temps. Et voilà. Et là, on devient très fort. D'accord. C'est là juste où je disais que se raccrocher à d'autres industriels pour des projets concrets, c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment, au bout, il y a un client, un projet, un aboutissement, et c'est réellement une application qui fonctionne, même si elle n'est pas, je dirais, terminée à 100%, mais au moins il y a vraiment du concret qui avance et non pas de la spéculation en imaginant qu'il y a du concret qui se réalise. Alors, juste une dernière question avant la fin de l'émission. Y a-t-il des difficultés spécifiques dans la création d'une jeune entreprise industrielle, recherche de compétences, lourdeur des investissements?
Oui, il y a des difficultés chaque fois qu'on a un projet. Je dirais que c'est pas facile. C'est pas spécifique. Non, c'est pas spécifique à une start-up. Disons, tout projet demande un certain. Je pense que les gens qui vont faire le Vendée Globe, ça doit pas être de la tarte d'arriver à se faire construire un bateau, de mettre en place la nourriture qu'il faut. Dans le cas d'une entreprise industrielle, est-ce que ça suppose, je sais pas, en termes d'équipement, de machines, est-ce qu'il faut des investissements importants ou vous pouvez faire appel de la sous-traitance en fait? Je dirais que la première chose, c'est qu'il faut arriver à équilibrer les ambitions et les moyens. Il ne faut pas rêver qu'on va avoir des moyens si on ne peut pas les avoir. Donc il faut équilibrer les deux. Si on arrive à avoir des investissements, on ira un peu plus vite, un peu plus fort. Si on n'a pas forcément les investissements qu'on voudrait, les clients sont au bout du bout nos meilleurs investisseurs finalement. D'accord. Juste une question par rapport à ça. Clients, les meilleurs investisseurs. Est-ce qu'on est dans une logique de levée de fonds pour des startups industrielles? Ça pointe. Moi, je suis fortement, dirons-nous, aujourd'hui contacté par toutes ces structures qui sont prêtes à, dirons-nous, à jouer le jeu. Les fonds d'investissement. Vous savez, ces fonds d'investissement, ils suivent en fait, entre guillemets, la tendance. Aujourd'hui, on sait que l'industrie doit reprendre des parts de marché. On est à 14% sur la valeur globale nationale, où les Italiens sont à 22%. On sait que les grandes structures financières qui nous ont déclassés il y a très peu de temps mettent la barre au minimum à 20%. Donc il va falloir qu'on progresse. Donc comme par hasard, vous avez ces personnes qui aujourd'hui s'intéressent bien plus à l'industrie qu'elles s'intéressaient avant. Et elles sont prêtes à financer aujourd'hui facilement. Donc après, il faut voir le montage, s'il est dirons-nous convaincant ou pas, mais elles sont prêtes à financer facilement toute structure qui a un projet qui est innovant, mais pas forcément dans le produit exceptionnel, mais qui est innovant sur la demande du marché actuel. À partir de là, chacun en fera ce qu'il en voudra. Je ne dis pas qu'il faut forcément aller vers ça, mais voilà, la tendance est dans ce sens. Voilà, c'est un levier et la BPI qui va arriver va peut-être être un autre, donc bon, on verra un petit peu tout ça. C'est un levier. Alors donc on arrive là au terme de notre émission. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé. Donc en conclusion, on peut dire que l'industrie est un secteur d'avenir. Pour les entreprises qui sont déjà installées et pour les jeunes entreprises qui comptent se positionner. Elle est redevenue. Et même dans les Alpes-Maritimes. Mais encore plus dans les Alpes-Maritimes. Voilà. Donc pour les internautes qui nous suivent, donc je rappelle qu'on peut revisionner cette émission donc sur notre site Startup Show et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Merci, à bientôt. Merci. Merci.